Bonjour à tous. Moi, j'avance dans ce sujet agricole avec beaucoup de prudence et de modestie parce que je comprends sa complexité. Donc là, j'ai commencé ce matin à faire le tour des stands pour poser des questions. Donc c'est plutôt mon attitude aujourd'hui plutôt que de vous donner des réponses. La seule chose que j'ai un peu étudiée plus avant, c'est évidemment la question des sols pour écrire ce livre Humus. Donc Humus, c'est avant tout une histoire de vers de terre. Et pour comprendre ces vers de terre, j'ai été voir des agronomes, des géodrillologues, comme on appelle les spécialistes des vers de terre. Et j'ai découvert l'extraordinaire aventure de cet animal méprisé jusqu'à Darwin, puisque Darwin a compris l'importance du ver de terre, a conceptualisé son rôle comme laboureur du sol. Et aujourd'hui, on sait effectivement qu'un ver de terre exècre 10 à 20 fois son poids par jour, et que donc il fait la terre sur laquelle nous marchons, en grande partie, c'est de la décomposition, recomposition de matière organique qui est opérée par toutes sortes d'organismes, notamment les champignons, les bactéries, mais aussi et surtout les vers de terre qui ont un rôle crucial. Or, aujourd'hui, sur une terre, disons, laissée à elle-même, vous avez entre 2 ou 3 tonnes de vers de terre par hectare, ce qui représente la première biomasse au monde. Si vous mettez les vers de terre sur une balance, ils sont plus lourds que l'ensemble des autres animaux terrestres réunis. Et d'ailleurs, Darwin se demandait dans son livre sur les vers de terre, il se dit, mais pourquoi est-ce que nous avons mis tant de temps à réaliser leur importance? Darwin explique notamment que c'est aux vers de terre qu'on doit l'enfouissement des ruines. Pourquoi est-ce que laissés à eux-mêmes, les bâtiments vont passer sous terre? Ce n'est pas parce qu'ils descendent sous terre, c'est parce que la terre passe au-dessus d'eux. Et la terre passe au-dessus d'eux parce que simplement vous avez les asséniques qui sont ces vers de terre qui font la liaison entre la surface et le fond du sol et qui constamment ramènent de la terre en hauteur. Et au bout de centaines d'années, de milliards et milliards de milliards d'opérations de vers de terre, eh bien votre bâtiment est recouvert. Voilà. Et il dit pourquoi on n'a pas réussi à réaliser ça? Parce que l'esprit humain se refuse à concevoir la multiplicité d'actions minimes. L'esprit humain aime les grands plans, les grandes actions. C'est pour ça qu'on a inventé Dieu, c'est pour ça qu'on a inventé la création. C'est un grand plan, c'est une grande création, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. En revanche, l'idée que des millions de millions de millions d'actions, en s'additionnant, produisent des effets macro extraordinaires, c'est quelque chose que nous avons du mal à penser. Et d'ailleurs, Darwin dit que c'est la même raison pour laquelle nous avons eu du mal à penser l'évolution naturelle. Parce que l'évolution naturelle, ce n'est pas la confection d'un animal par disons un grand architecte supérieur, c'est des millions de petites transformations qui, au fil de milliards d'années, aboutissent à un organisme sophistiqué. Donc nous avons un véritable biais cognitif qui nous empêche de reconnaître le rôle crucial, en l'occurrence, des lombrics, et qui fait qu'on continue à les mépriser un peu. D'ailleurs, les philosophes les ont méprisés, à commencer par Kant, qui expliquait que si on ne considérait pas notre propre dignité, on allait finir écrasé comme un ver de terre, vous voyez. Déjà Platon dans le Théétète nous explique qu'il faut regarder les étoiles plutôt que de regarder la Terre. Bon. On a mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et pourtant la Terre, et là j'élargis un peu par rapport aux vers de terre, a ce rôle métaphysique fondamental de transformer la mort en vie. Et donc d'opérer un cycle. Quand les organismes feuilles, essentiellement, d'ailleurs essentiellement végétaux à 99%, mais aussi animaux, évidemment, les cadavres d'animaux se décomposent, ils sont retraités par le sol, les molécules sont cassées, puis ensuite reconstituées par les plantes qui vont les absorber, nourrir, etc. Et c'est ça qui permet en fait d'abord de mesurer le temps, de donner une temporalité au monde, ce recyclage permanent à travers le sol. On met à peu près 1000 ans pour construire un sol. C'est-à-dire que si vous prenez une roche mère, si vous mettez une roche d'1 hectare nue, au bout de 1000 ans, vous aurez un humus et une forêt. C'est pour ça d'ailleurs que les bâtiments de Paris qui sont régulièrement ravalés parce que leur façade noircit, elle ne noircit pas à cause de la pollution, elle noircit parce que le sol commence à pousser sous forme de petits champignons. Et c'est assez fascinant d'imaginer qu'une ville, en fait, c'est une lutte perpétuelle contre la reconquête de la ville par la nature. Ce qu'on a vu pendant le Covid, où en quelques mois, les animaux revenaient, les herbes poussaient. Et si aujourd'hui, vous allez à Tchernobyl, qui a été abandonnée depuis 40 ans par l'homme, Tchernobyl, aujourd'hui, c'est une forêt. C'est une forêt avec les animaux sauvages les plus rares d'Europe, comme les chevaux de Przewalski, qui sont revenus sur les trottoirs de Tchernobyl. Tout ça pour dire que donc ce sol a une fonction métaphysique qui, je pense, a été comprise
par Élisée Reclus, qui est un penseur à la fois écologiste et anarchiste à la fin du 19e, et qui est pour moi une référence très importante pour penser notamment l'agroécologie, parce que Élisée Reclus, c'est quelqu'un qui va essayer, qui ne renie pas l'anthropisation, mais qui essaye de construire une écologie interactive entre l'homme et la nature, en disant l'homme non seulement peut agir correctement dans la nature, mais il peut améliorer la nature selon les critères de la nature elle-même, en augmentant sa diversité et tout en l'exploitant. Et c'est une base conceptuelle extrêmement forte pour relier homme et nature, alors qu'aujourd'hui, et l'industrie et l'écologie ont tendance à les scinder, en disant on va mettre les hommes dans des immeubles pour faire des économies carbone, et puis on va réensauvager le reste. Et l'idée de construire des paysages humains, de construire ce que Reclus appelle un sol humain, tout en augmentant en fait la diversité naturelle, c'est évidemment, je pense, et on parlait du nouveau modèle agricole, une ligne conceptuelle, après sa mise en pratique me dépasse complètement, qui est extrêmement utile pour penser l'agriculture de demain. Et je ne vois pas comment cette agriculture pourrait survivre si elle ne prend pas soin en premier lieu des sols. Il faut comprendre qu'on a détruit aujourd'hui la vie dans les sols. Je vous parlais des 3 tonnes de vers de terre à l'hectare. Sur les sols cultivés en conventionnel, il en reste entre 50 et 100 kilos. Donc c'est une réalité. Je suis désolé de dire, même si je sais que c'est très polémique et que je ne suis pas un praticien, que le glyphosate aujourd'hui, scientifiquement, autant les effets sur la santé humaine sont compliqués, autant sur les vers de terre et la vie du sol, il est très clair que ça perturbe leur reproduction et que donc à moyen terme, eh bien, ça détruit le recyclage de la matière organique dans les sols et que nous n'avons pas d'autre option en tant qu'humanité parce que l'humanité vient de humus. Étymologiquement, l'homme vient de l'humus. Toutes les grandes religions, pour une bonne raison, font venir l'être humain de la terre, de la glaise ou du souffle de Dieu sur la poussière du sol, et que nous retournons au sol, nous n'avons pas d'autre option pour être véritablement humain que de prendre soin des sols. Et ne pas prendre soin des sols, c'est être au sens étymologique, au fond, inhumain. Alors, évidemment, la transition est extrêmement complexe dans le système socio-économique dans lequel nous vivons. Je n'aimerais pas être à la place de ceux qui, aujourd'hui, conçoivent les outils de politique publique pour la mettre en œuvre, mais il me semble que l'horizon que nous recherchons est assez clair et qu'en suivant Élisée Reclus, il n'y a pas lieu d'opposer la productivité et le soin de la nature ou des sols, puisque c'est au contraire un sol sain qui rend l'agriculture productive. Et que d'ailleurs, le maraîchage bio-intensif est 1000 fois plus productif que tout ce qui s'est fait après. Et on étudie encore aujourd'hui les techniques des maraîchers de la petite ceinture et leurs associations culturales. Bon voilà, je me suis un peu avancé, mais en tout cas, dans ce livre, Humus, qui donc repart de... Qui est là, voilà. Dans ce livre Humus, qui repart de la question du sol, je mets en scène 2 ingénieurs agronomes, 2 jeunes étudiants d'AgroParisTech qui vont prendre 2 voies différentes pour traiter la question que je viens d'évoquer. L'un à travers le capitalisme vert, pour aller vite, le monde des startups, le monde de la... Comment elle s'appelle, la Digital Farm que vous avez à côté, et qui va faire du lombricompostage à grande échelle. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'une des entreprises que j'avais visitées pour faire mes recherches pour ce livre est présente aujourd'hui sur le stand de la ferme digitale. Et il s'agit de Veragro, voilà, qui essaye de mettre en place des grandes lignes de vermicompostage un peu industrielles qui permettent donc de recycler les déchets et d'en faire du terreau et après des biostimulants extrêmement sains pour les agriculteurs. Voilà. Et l'autre héros, lui, choisit le chemin, disons, de la morale personnelle, de la révolte, retourne à la terre, essaye de réintroduire des lombrics sur une terre qui en est dépourvue parce qu'elle est appauvrie, comme 60% des sols européens, et finit par, je vous passe les détails, se radicaliser, se politiser et sombre dans une forme d'éco-anarchisme extrêmement violent. Ces 2 voies qu'on voit aujourd'hui se dessiner à peu près tous les jours, pour moi, ont chacune leur valeur. Le roman ne choisit pas entre l'une et l'autre. Chacune leurs valeurs et leurs excès, puisque peut-être que la morale du livre, pour conclure, la morale du livre, c'est aussi que Humus est l'origine étymologique d'humain, mais c'est aussi l'origine d'humilité. Et au fond, ces 2 héros, chacun dans leur rêve, l'un de révolution, l'autre de grand capital vertueux, ont au fond dépassé leur propre rôle sur Terre
Et le dernier chapitre met en scène une forme de réussite plus humble. Et c'est peut-être ça la leçon de l'humus. C'est non seulement l'humain, mais c'est aussi l'humilité. Voilà, je vous remercie. Merci Gaspard.